Sahara, on pense tout de suite à l'immensité, au désert. Mais si je vous disais que derrière cette image se cache une histoire de lignes droites tracées sur une carte qui ont littéralement fracturé des peuples et semé le chaos pour des générations. C'est exactement ça qu'on va décrypter ensemble. Quand on pense au Sahara, l'image qui vient à l'esprit, c'est souvent celle-là, n'est-ce pas? Une mer de sable infinie, silencieuse, vide, presque comme une page blanche de l'histoire. Mais est-ce que c'est vraiment ça le Sahara? Ou est-ce qu'on est passé à côté de l'essentiel? En fait, pas du tout. Cette idée d'un désert vide, c'est même l'un des clichés les plus tenaces et les plus trompeurs de l'histoire coloniale. C'est un mythe qu'il est vraiment temps de déconstruire. Alors, faisons un petit voyage dans le temps. On oublie les cartes d'aujourd'hui, on oublie les frontières. À quoi ressemblait vraiment le Sahara avant l'arrivée des puissances coloniales? Eh bien, loin, très loin d'être un vide, c'était un cœur qui battait. Un véritable carrefour de civilisation. Il faut imaginer des routes commerciales millénaires où circulaient l'or, le sel, le savoir. C'était un immense réseau de peuples nomades, comme les Touaregs, les Maures, qui vivaient non pas dans le désert, mais avec le désert. Bref, un pont culturel et commercial absolument bouillonnant. Et là, on touche à un point essentiel. Ce n'est pas parce qu'il n'y avait pas d'État-nation au sens où on l'entend en Europe qu'il n'y avait pas d'ordre. Au contraire, le Sahara avait ses propres règles, un ordre incroyablement sophistiqué, basé sur les alliances, la diplomatie et surtout une connaissance parfaite du terrain. C'était un ordre du mouvement, pas un ordre de frontières fixes. Et puis, tout a basculé. Fin du 19e siècle, conférence de Berlin, les puissances européennes, qui s'étaient contentées des côtes, se tournent vers l'intérieur des terres. Et le Sahara, ce monde si complexe, devient soudain un simple gâteau qu'il faut se partager le plus vite possible. Et là, la course est lancée. La France qui avance depuis le nord et l'ouest, l'Espagne qui s'installe sur la côte atlantique, le Royaume-Uni qui pousse depuis l'est, l'Égypte et le Soudan, l'Italie qui arrive par la Libye. Toutes ces puissances convergent vers le cœur du désert, chacune voulant planter son drapeau sur un bout de sable. Et là, c'est un véritable choc des mondes, une collision frontale entre deux logiques. D'un côté, la logique du réel, celle des peuples sahariens. On suit l'eau, les pâturages, les routes ancestrales, la vie quoi. Et de l'autre, la logique de l'abstraction coloniale. On prend une règle, une carte, et on tire des traits bien droits pour relier ses possessions, en ignorant complètement les gens, les cultures, les écosystèmes. Le problème, c'est que ces lignes sur une carte, ce n'est pas juste de l'encre. Elles ont des conséquences terribles, des conséquences humaines. Elles ont déchiré des familles, brisé des modes de vie. Le résultat, il est brutal. Des peuples comme les Touaregs, les Maures, les Toubous, ils se sont réveillés un beau matin coupés en deux, parfois même en trois, par une frontière qu'ils ne pouvaient ni voir ni même comprendre. Leurs routes de commerce, leur pâturage pour les troupeaux, leurs lieux de pèlerinage, tout leur univers a été sectionné, comme ça, d'un simple trait de plume. En fait, c'était la recette parfaite pour créer un désastre. Prenez des régions qui n'ont rien à voir ensemble, cousez-les de force, fusionnez des peuples rivaux. Vous obtenez quoi? Des États monstres, fragiles dès leur naissance, impossibles à gouverner et qui portent en eux les germes de conflits futurs. Un héritage tragique dont les populations payent encore le prix aujourd'hui. Et s'il y a bien un exemple qui illustre parfaitement cet héritage empoisonné, c'est le Sahara occidental. C'est la bombe à retardement colonial par excellence. Et son tic-tac, on l'entend encore très fort aujourd'hui. En résumé, l'Espagne arrive en 1884. Mais le vrai tournant, c'est 1975. Madrid se retire, mais dans une improvisation totale, en laissant un vide politique béant. Ce vide, il est immédiatement rempli par la guerre. Et même si un cessez-le-feu a été signé en 1991, la paix, la vraie paix, elle n'est jamais arrivée. Le conflit est gelé, mais la plaie, elle, reste grande ouverte. Aujourd'hui, on est face à un véritable nœud gordien. D'un côté, le Maroc, qui revendique sa pleine souveraineté sur ce territoire. De l'autre, le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, qui réclame un référendum pour que le peuple sahraoui décide lui-même de son avenir. Deux logiques qui, pour l'instant, semblent totalement irréconciliables. Et il faut bien comprendre une chose. Ce conflit n'est pas sorti de nulle part. Il est l'héritage direct, presque mécanique, de cette façon de dessiner des cartes. C'est le pur produit de ces frontières arbitraires et du vide politique laissé au moment du départ du colonisateur. Alors, pour essayer de synthétiser la situation actuelle, qui est très complexe, on peut dire qu'il y a en fait trois visions du désert qui se superposent et souvent qui s'affrontent. C'est vraiment ça la clé. Pour les peuples qui vivent, le Sahara c'est un espace de vie, de passage, défini par les points d'eau et les liens sociaux. Pour les États qui en ont hérité, c'est avant tout une frontière à sécuriser et des ressources à contrôler.
Et puis, pour les grandes puissances, c'est une zone stratégique sur l'échiquier mondial. 3 mondes qui ont beaucoup de mal à se comprendre. On en arrive donc à cette conclusion qui est assez forte. Le Sahara n'a jamais été vide. Il a été vidé, politiquement. Vidé de son propre ordre, de sa propre logique, par ceux qui l'ont découpé sans jamais y mettre les pieds. Finalement, toutes les crises qu'on voit dans la région aujourd'hui, les conflits, l'instabilité, les trafics, ce ne sont que les répliques, les secousses d'un tremblement de terre initial, celui de cette carte, dessinée il y a plus d'1 siècle par des mains lointaines et indifférentes. Tout cela nous laisse avec une question vertigineuse. Si ces lignes ont été tracées par des étrangers, à qui revient aujourd'hui la responsabilité de guérir ces fractures ? On ne parle plus seulement de géopolitique ici. On parle d'un devoir humain. Le devoir pour les dirigeants d'aujourd'hui d'écouter enfin la voix de ces peuples oubliés par les cartes et d'avoir le courage de construire un avenir où les frontières servent les gens